Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Alors cette semaine encore, nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité du bassin méditerranéen. Et nous prendrons la route de l'Italie pour vivre un événement exceptionnel, l'ouverture de l'exposition universelle de Milan. Des millions de personnes sont attendues pour ce rendez-vous planétaire, 110 hectares dédiés à l'alimentaire. Les implants capillaires, un acte de chirurgie devenu banal. Alors il concerne surtout les hommes, mais vous verrez que pour se refaire une chevelure pour pas cher, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre en Turquie, à Istanbul. Enfin, une balade dans une cité millénaire. Nous irons à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Cette ville qui a séduit Van Gogh continue de charmer les touristes. Alors quels sont ses atouts et ses secrets? C'est ce que vous découvrirez. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur le drame qui se joue en Méditerranée, celui des migrants. Plus de 3400 personnes à bord de plusieurs embarcations ont échappé de peu à la mort. C'était en début de semaine. Ils ont été secourus par des navires français et italiens. Un sauvetage rendu possible, semble-t-il, grâce aux dispositifs européens renforcés ces derniers jours. Mais que deviennent ces migrants une fois qu'ils arrivent sur le continent européen? Nous avons suivi la nouvelle vie de ceux qui déposent une demande d'asile. Exemple en Bourgogne, dans un centre qui les accueille, une présence diversement acceptée par la population. La dernière fois qu'ils ont participé à un match de foot, c'était au bord de la mer Rouge ou aux portes du désert, en Érythrée ou au Soudan, dans leur pays en guerre. Ready? Prêt? C'est parti, je suis prêt. Ce soir sur les pelouses bourguignonnes, ces migrants vont oublier leur statut de réfugiés, l'espace d'une rencontre. Tous les joueurs de Pouilly vous accueillent les bras ouverts. Vous êtes les bienvenus. Ces migrants sont accueillis pour une rencontre amicale. Demandeurs d'asile et locaux y partagent le même langage, celui du sport. Une soirée de sourires pour ces migrants qui viennent tout juste de débarquer en Côte d'Or. Aux portes du Morvan, en pleine campagne, voici Pouilly-en-Auxois, petite commune de 1600 âmes. Et depuis 3 mois, 45 habitants supplémentaires. Des migrants triés sur le volet, tous demandeurs d'asile, sélectionnés dans le cadre d'un programme pour désengorger Calais. Dans cette ancienne caserne, l'État leur offre un toit et une seconde chance. Bonjour. Voici ma chambre. Depuis leur arrivée en France, c'est la première fois qu'ils dorment dans un lit. Pour vivre, ils bénéficient de l'ATA, l'aide temporaire d'attente. 11 € par jour et par personne. On fait les courses tous ensemble, en achetant d'abord des produits pas chers, comme des pâtes ou de la farine. L'un fait à manger, l'autre la vaisselle. En fait, on se répartit les tâches. Pour arriver ici, tous ont fui leur pays au péril de leur vie. En 2011, l'un d'entre eux, Aman Madani, a traversé la Méditerranée à bord d'une embarcation de fortune. Dans mon pays, le Soudan, je suis menacé de mort et les assassinats ont lieu n'importe quand pour des motifs futiles. Alors oui, j'ai pris des risques pour traverser l'Afrique et la Méditerranée. J'aurais pu mourir en me noyant, mais j'aurais pu aussi mourir fusillé dans mon pays. Je n'ai rien à perdre. Pour moi, c'est le destin. Des parcours de vie que tout le monde ne connaît pas. 3 mois après leur arrivée, la présence de ces migrants à Pouilly-en-Auxois est diversement appréciée. Avec tout ce qu'on voit, ce qu'ils ont fait couler là en ce moment, les pauvres gens, les passeurs, tout ça qui les font passer puis qui les laissent couler, quand même c'est un peu grave, moi je trouve quand même. Hein. Donc tous ceux qui sont... Bah oui, il faut les aider, oui, tout à fait. Moi quand je vois des Français qui ont du mal à vivre alors qu'ils travaillent, alors qu'ils cotisent et qu'ils n'y arrivent pas, ces gens-là ils ont 400 € pour vivre par mois, ils sont logés, nourris par la... Je comprends pas. Moi pour moi, les bras m'en tombent. Une présence imposée fin 2014 par l'État. Le maire n'a eu d'autre choix que d'organiser cet accueil. Et même s'il a reçu quelques lettres de soutien, les réactions ont été parfois violentes. Pauvres débiles, sales gauchistes, vieux cons. Mais malgré les réticences initiales d'une partie de la population, pour le maire, les choses semblent désormais rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, l'inquiétude est levée, puisque ça se passe bien. Ce sont des gens qui sont très polis, très corrects.
qui participent à la vie sociale tout en ayant le barrage de la langue et qui participent aussi à la vie économique. Et globalement, moi j'ai beaucoup plus de retours positifs de la population que je n'en avais il y a seulement 2 mois. Aucun incident n'a été déploré depuis leur arrivée. Leur présence est plutôt discrète. Ces hommes ont à cœur de refaire leur vie avec un seul objectif, obtenir l'asile en France. En 3 mois, ils ont récupéré, je dirais entre guillemets, une humanité. Ils ont de quoi se laver, ils sont autonomes pour se nourrir, ils dorment et se sentent en sécurité. Donc effectivement, aujourd'hui, ils sont assez équilibrés pour se projeter et travailler avec nous sur l'instruction du dossier qui partira à l'OFPRA. L'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est cet organisme qui va décider ou non d'accepter leur demande d'asile. Pour obtenir ce sésame, un nouveau périple se présente face à eux, administratif celui-là. Alors ils se préparent notamment en apprenant le français. L'instruction de leur dossier prend entre 6 et 18 mois. Si l'avis rendu est négatif, ils seront renvoyés directement dans leur pays d'origine. En France, les demandeurs ont moins d'1 chance sur 5 d'obtenir l'asile. Une jeune fille interdite de cours, non pas pour un voile ou une croix trop voyante, mais pour une jupe trop longue. L'établissement invoque un signe ostentatoire de religion, un jugement abusif selon l'Observatoire de la laïcité. Alors, où commencent les signes religieux? À Marseille, un lycée situé dans les quartiers nord de la ville fait respecter le principe de laïcité sans trop de problèmes et surtout sans rejeter les adolescents. C'est le visage devant lequel tous les élèves se découvrent chaque matin. La capuche, mademoiselle, quand vous rentrez, merci. Dans ce drôle de sas, à l'entrée du lycée, Mademoiselle, la capuche, s'il vous plaît. Marie-France Debrun est la gardienne de la laïcité. Ici, ce ne sont pas les longues jupes qui posent problème, mais tout type de couvre-chef. Alors, les jeunes filles voilées, elles aussi, doivent retirer leur foulard. En quelques secondes pour les unes, après un recoiffage minutieux pour les autres. Le lycée a installé un miroir spécialement à leur intention. Elles sont 80 jeunes filles, soit 5% des élèves, à gommer ainsi tout signe religieux avant de pénétrer dans l'établissement. C'est pour montrer la différence entre la vie qu'on peut avoir à l'extérieur et puis rentrer dans un établissement scolaire qui est régi par des principes importants de la République. 5 ans que le dispositif existe, tout le monde s'y plie de bonne grâce, ou presque. Embêtant dans le fait que voilà, on a à faire une désobéissance, mais bon, on le fait. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais oui, on est obligé, on est dans un environnement laïque. Le lycée Saint-Exupéry est l'un des plus gros établissements de Marseille. 1600 élèves de toutes les confessions. La majorité réside tout autour, dans cette zone urbaine dite sensible, les quartiers nord de la ville. Marie-France Debrun est l'une des 5 conseillers principaux d'éducation. 13 ans qu'elle travaille dans les quartiers nord. Faire appliquer la laïcité comme elle le peut, c'est l'une de ses missions au quotidien. Ça fait 2 fois en plus aujourd'hui. Comme ce matin-là, dans un mail, un professeur d'histoire-géographie lui signale l'absence répétée d'un élève au cours du vendredi après-midi. Lui ayant demandé si ces absences répétées étaient justifiées, il a été incapable de me répondre et m'a dit que de toute façon, cela serait désormais ainsi tous les vendredis après-midi. Vérification faite, l'élève a bien séché les cours. L'enseignant pense que c'est pour assister à la prière musulmane du vendredi, mais difficile d'aborder frontalement la question. Bien souvent, l'élève, quand il arrive et qu'on lui demande qu'est-ce qui se passe le vendredi après-midi, va nous répondre « j'ai des ennuis personnels, etc. » Donc ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire émerger cette idée-là et d'en discuter ensuite avec l'élève, de reprendre aussi ça en lui expliquant que chacun a sa religion, sauf qu'elle ne doit pas empiéter sur la scolarité. Convoqué hors caméra, l'élève a admis aller à la mosquée. La CPE a pris rendez-vous avec sa mère. Cette intransigeance sur la laïcité, Marie-France Debrun doit l'appliquer équitablement pour toutes les religions. Les surveillants ont réprimandé une jeune fille dont le signe de croix était trop volumineux. Sur la jeune fille là, par rapport à la croix. Donc je l'ai vue hier, elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Donc elle a bien dit qu'elle s'était énervée et que donc elle viendrait s'excuser à ce propos. Marie-France Debrun se charge d'appeler la mère de l'élève, visiblement énervée. Bon, c'est vrai que c'est pour la croix. Oui. Et comme j'ai dit, c'est
d'élèves, ça je le comprends. Je ne suis pas raciste du tout. Mais quand je suis sortie, écoutez, dans la cour, j'ai vu la gamine, personne ne la voit. Elle avait le foulard sur la tête. Oui, bah ça c'est pas normal, hein. De toute manière, les foulards, on les fait enlever. Après, il y a des élèves qui des fois le remettent, quoi. C'est vrai que j'étais, au fond de moi, j'étais en colère. Toute croyance est respectée, par contre, il faut pas que ce soit visible, quoi. Pour la CPE, la question religieuse cristallise plus de tensions qu'avant chez les parents d'élèves. Et il est parfois compliqué d'y répondre. Certains parents ont l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures parce que des vêtements se voient alors que les petites croix ça se voit moins, etc. Le problème c'est que la loi est quand même assez floue puisqu'elle dit signe ostentatoire, mais qu'est-ce qui est considéré comme un signe ostentatoire ? Il y a quelques années, Marie-France Debras n'abordait pas la religion. Désormais, elle prend le sujet à bras-le-corps pour créer le dialogue. Une écoute qui fonctionne. En 5 ans, seules 3 jeunes filles ont arrêté le lycée pour raisons religieuses. Milan accueille cette semaine l'exposition universelle 2015 et c'est le ténor Andrea Bocelli qui a ouvert l'événement. Un rendez-vous placé sous le signe de l'environnement et de l'alimentation. Mais alors que des millions de touristes sont attendus dans les prochains mois pour visiter les pavillons des pays participants, ce type de rendez-vous international attire inévitablement les contestataires. Des milliers de manifestants anti-expo ont donc défilé dans la ville pour dénoncer le gaspillage d'argent public, la corruption et le recours à des travailleurs précaires. Mais malgré ces quelques incidents, le public s'est pressé dès le jour de l'ouverture. Le point avec Stéphanie Larion et Claire Gidon. Depuis le week-end dernier, le monde entier s'est donné rendez-vous au pied des Alpes, à Milan, dans le nord de l'Italie. La capitale de Lombardie accueille l'exposition universelle 2015. Plus de 140 pays représentés, 80 pavillons nationaux rivalisant d'audace architecturale. Et ils étaient nombreux à se presser à l'ouverture, enthousiastes, malgré quelques difficultés pour certains, à s'orienter sur les 110 hectares du site. Sur la carte, c'est trop compliqué. Tout est en italien. C'est merveilleux d'être ici. C'est quelque chose de très intéressant pour la ville et pour le monde entier. Et l'Italie attend beaucoup de cet événement en termes d'image et de relance économique. Le pays espère des retombées de l'ordre de 10 milliards si les 20 millions de visiteurs prévus dans les 6 prochains mois sont bien au rendez-vous. Car toutes les expositions universelles ne se ressemblent pas. Les 3 dernières, Séville en 1992, Hanovre en 2000 et Shanghai en 2010, ont connu des fortunes diverses. Si Shanghai reste l'expo de la démesure, avec un budget de 40 milliards et 70 millions de visiteurs, ce fut surtout une réussite plus politique qu'économique pour la Chine désireuse de montrer sa puissance. Véritable échec en revanche pour Hanovre en 2000 qui n'attira que 18 millions de visiteurs. Les organisateurs en avaient prévu 3 fois plus et une ardoise finale d'1 milliard d'euros. Mais les organisateurs milanais, eux, rêvent plutôt d'une expo comme Séville en 1992. L'événement avait permis de réaliser de grands travaux d'infrastructure et de moderniser la région. Le succès populaire sera au rendez-vous avec plus de 40 millions de visiteurs et le sentiment que les lourds investissements en valaient la peine. Les bénéfices sont supérieurs aux dépenses. Par exemple, après l'exposition, le transport de passagers par avion a augmenté de 15% chaque année. Et pour séduire le public, les organisateurs de l'Expo 2015 ont choisi pour thème les enjeux futurs autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et c'est au cœur de ce monumental pavillon en bois brut que la France présente au monde son savoir-faire en la matière. Un pavillon en épicéa du Jura de 2000 mètres carrés, entièrement démontable, conçu par l'architecte Anouk Legendre, véritable caverne d'Ali Baba du terroir et de la gastronomie française. Le pavillon est surprenant, oui, surprenant dans sa structure, mais il arrive à mettre en valeur vraiment le terroir français. Et pour finir d'étonner les visiteurs, une vraie boulangerie a même été installée au cœur du pavillon. 4000 pains y sont cuits quotidiennement. Depuis 2 heures ce matin, on est là. On a attaqué la construction, tout. On a essayé d'être dans les temps, on est dans les temps, donc on essaye de faire au mieux jusqu'au bout, quoi. On a 6 mois à tenir, donc... La France se doit de séduire car elle pourrait être candidate à l'organisation de l'exposition universelle de 2025.
La Turquie va-t-elle devenir le nouvel Eldorado de la chirurgie esthétique? La greffe de cheveux est devenue l'acte le plus pratiqué par les hommes en Europe. Ils sont 33 000 à se faire opérer chaque année. Des implants capillaires non pris en charge par la sécurité sociale en France. Alors, pour faire baisser la note, certains n'hésitent pas à aller à Istanbul. Le marché de l'implant capillaire explose, les prix sont fixés librement et la concurrence est rude dans toute l'Europe. 1,20 € par cheveu en Hongrie, 3,12 € en Grande-Bretagne, 1,44 € en France. Sur ce marché, une ville s'impose, Istanbul. 14 millions d'habitants et des centaines de cliniques comme celle-ci en plein cœur de la ville. En quelques années, Istanbul est devenue la capitale du poil, la capitale de l'implant capillaire low cost. Ici, le cheveu coûte moins d'1 €. Le prix peut descendre jusqu'à 45 centimes le cheveu. C'est le tarif que va payer Alexandre Bavrel. C'est la première fois qu'il met les pieds en Turquie. Je ne pensais pas venir là. Et après, en voyant les prix en Europe et voyant la qualité des praticiens, j'ai préféré venir à Istanbul. En France, j'aurais payé dans les 15 000 € environ. Et ici, je paye 5 500 €. Pour arriver ici, Alexandre Bavrel a fait 2200 km. Et c'est grâce à une agence de tourisme médical qu'il a trouvé sa clinique. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Aujourd'hui, il entame son deuxième et dernier jour d'opération. Il retrouve son médecin qu'il a quitté la veille à minuit, après 7 heures d'intervention. Ça va, j'ai bien dormi. Non, ça va. Demi-heure par demi-heure, mais ça va. Avant d'arriver dans cette clinique, il n'avait jamais rencontré son médecin. Tout s'est préparé à distance. Vous l'avez rencontré pour la première fois hier. Et là, oui, non, c'est sûr, c'est pas évident de se dire on va rencontrer pour la première fois le médecin hier. Quoiqu'après, ça change pas forcément parce que les autres médecins, on les voit une fois. En France, j'en ai rencontré, c'était une fois, je l'ai vu qu'une fois pendant 10 minutes. Et au final, j'ai eu une première approche qui m'a déplu. Pour le suivi médical, on a souvent des contacts par photo. Les photos sont envoyées par email. C'est comme ça qu'on peut répondre aux questions des patients. Les cliniques turques, reines du low cost. Ici, les médecins, les infirmières coûtent 3 fois moins cher qu'en France. Mais quelles sont les garanties? N'importe quelle clinique peut proposer des implants capillaires. Les agences de tourisme médical ont de plus en plus de mal à faire le tri. Contre-effet de ce tourisme capillaire, c'est qu'effectivement tout le monde essaye de faire de la greffe de cheveux et que du coup on n'a pas forcément la même qualité partout. C'est exactement dans ce genre de cas de figure que des gens comme nous vont permettre de s'assurer que les personnes qui sont proposées font le travail qui est attendu. Ce patient, lui, s'est fait implanter 11 000 cheveux, une opération rarement proposée en France. Dans 2 ou 3 mois, vous verrez des cheveux pousser, mais il faudra attendre 8 à 9 mois pour avoir le résultat final. Aujourd'hui, il découvre le résultat pour la première fois dans la glace. C'est joli en fait. J'ai jamais eu autant de cheveux devant en fait. Enfin, je pense, de mon souvenir, non. Moi, je les trouve jolis là. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de cheveux implantés, mais surtout d'une nouvelle allure. Pour l'instant, il cache son crâne et les traces de l'opération sous son chapeau dans les rues d'Istanbul. Pour profiter de sa nouvelle chevelure, il faudra encore être un peu patient. On quitte Istanbul pour le sud de la France. Je vous propose une escale à Saint-Mandrier, plus précisément sur son ancienne base aéronavale. Elle est devenue un super site de réparation de yachts. 11 hectares baptisé IMS, un projet unique en Méditerranée, né il y a près d'une décennie dans la tête d'un entrepreneur. Du haut de sa vigie, ce capitaine d'industrie savoure le résultat de 9 années de travail. 9 ans de discussion pour acquérir l'ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier, qui depuis décembre 2014 est devenue à grands coups de travaux un chantier d'entretien de super yachts hors normes. Vous pouvez le voir derrière moi, on a à peu près une trentaine de bateaux qui sont passés depuis le début de l'année et on commence à faire tout type de travaux avec nos corporations en interne, aussi bien de la mécanique, de l'électricité, de la tôlerie, de la peinture, du cosmétique, du carénage tout simplement.
Ici, 110 000 mètres carrés de surface répartis entre terre et mer sont dédiés à l'accueil d'unités comprises entre 20 et 80 mètres de long, soit pour l'entretien, soit pour le service après-vente de chantiers constructeurs. Donc ça concerne des chantiers de construction de yachts nord-européens, hollandais principalement, des chantiers américains, chantiers français-couaches, et aujourd'hui nous avons commencé notre coopération depuis décembre avec des chantiers anglais. Une cinquantaine de personnes a été recrutée pour animer ce vaste complexe. Des CDI, mais aussi les mois de pleine charge des intérimaires. On a recruté à peu près 50 personnes en entier depuis à peu près, on va dire 3 mois aujourd'hui. Alors on utilise les intérims pour les monter en puissance, comme aujourd'hui vous voyez on a sorti une vingtaine de bateaux, mais aussi pour détecter des futurs talents qu'on recrutera lors de la prochaine saison yachting qui va débuter septembre-octobre. Donc ça nous sert aussi de base de détection, on va dire. Opérationnel à 100% depuis le 17 mars, le chantier IMS de Saint-Mandrier n'a pas à ce jour d'équivalent en Méditerranée. Et on reste sur la Côte d'Azur pour parler circulation. Dans le Var, dans le golfe de Saint-Tropez, c'est souvent un cauchemar. Les municipalités ont donc imaginé un moyen de transport alternatif, le bateau plutôt que le bus ou la voiture. Alors utiliser la mer pour se déplacer lorsque l'on habite sur les rives de la Méditerranée, il suffisait d'y penser. Sainte-Maxime n'est plus qu'à un quart d'heure du port tropézien. C'est le début de la saison dans le port de Sainte-Maxime. Les touristes sont déjà là, nombreux, avec en tête une destination qui les fait rêver. Juste en face, de l'autre côté du golfe, à quelques milles à peine, Saint-Tropez. Alors on a laissé les voitures sur le parking pour gagner la terre promise par voie de mer. C'est plus agréable parce qu'on a l'arrivée sur Saint-Tropez qui est fort sympa. La petite promenade en bateau, c'est pas désagréable non plus. Et puis on n'a pas le souci de se garer à Saint-Tropez. On habite en Écosse et on est toujours dans la voiture pour aller à l'école et faire les commissions. Alors c'est bien d'être à l'air frais. Un quart d'heure de traversée et nous voici arrivés à bon port. Le raccourci maritime a permis d'éviter la départementale 559 et ses célèbres bouchons. Comme de brebis, brebis à la truffe, messieurs, dames, Beaufort, Trois-Lés. Les passagers de la navette doivent maintenant affronter des embouteillages de piétons. Pour les téméraires qui se sont risqués jusqu'ici en voiture, c'est la soupe à la grimace. José a mis 2 heures pour parcourir 100 km depuis Villeneuve-Loubet. Et encore, c'est une journée rapide, si on peut dire. Parce que des fois, je viens livrer au mois d'août. Il faut que je parte de chez moi à 7h pour arriver ici vers les 10h. Et une fois qu'on est arrivé à Saint-Tropez, il faut encore se garer? Il faut encore se garer, ça c'est encore notre problème. Et après, surtout repartir. Et c'est pas toujours facile. Et pour certains, c'est déjà l'heure du départ. Émilie Philippot vient de terminer sa journée de travail dans un cabinet de syndic de Saint-Tropez. Comme tous les jours, elle rentre chez elle, à Sainte-Maxime, en bateau. Il faut suivre les horaires. Cette année, on a la malchance de ne plus être prioritaire par rapport aux touristes. Donc il faut attendre. Donc à mon avis, juillet-août, ça va être pas mal. Et puis bon, c'est un coût financier aussi, qui est plus onéreux que la voiture. Malgré tout, c'est plus sympa que de prendre le métro tous les matins, non? C'est sûr. Moi qui est d'origine parisienne, je ne vais pas me plaindre. Toute la journée, les navettes poursuivent leur balai dans le golfe de Saint-Tropez. Et c'est leur charme particulier. Elles changent un banal trajet en petite odyssée. Et comme vous le savez, vous pouvez voir ou revoir ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page journal de la Méditerranée. Je vous propose à présent d'entrer dans la Reine, dans ce qui pourrait être une Rome en miniature. Vous l'aurez compris, je vous emmène à Arles, en Camargue, une cité millénaire bâtie à l'époque romaine où il fait bon vivre aujourd'hui. Une carte postale ensoleillée et colorée avec ses places, ses marchés provençaux et bien sûr ses peintres célèbres. Elle cache sacrément bien son jeu, la petite Rome des Gaules. Pas si petite que ça du tout, c'est même la commune la plus étendue de France. 760 km² des Alpilles à la Camargue. Étonnant, mais Arles, c'est presque 7 fois Paris. Pourtant ici, pas besoin de métro. On fait le tour du petit centre historique en moins d'1 heure, facile. Ça va, Marie? Surtout quand c'est Damien qui tient les rênes. Les touristes adorent ça parce que ça leur permet de découvrir des choses que
qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en groupe. Et puis voilà, ça fait une visite vraiment globale de la ville en 30 minutes. Ça leur permet d'avoir un aperçu très rapide de l'ensemble de la ville. C'est un week-end en amoureux, voilà, sans les enfants. De détente, un moment pour nous, tranquille. Voilà, on profite de la ville et de la quiétude. Allez, en route pour une place mythique d'Arles. C'est là, devant ce café qui porte son nom, qu'un certain Vincent Van Gogh a peint pendant son séjour en Provence. Ça remonte à 1888, mais l'endroit n'a pas pris une ride. Et il attire toujours autant de curieux. È molto interessante perché è una tela di Van Gogh che rappresenta quello che lui chiama le café la nuit. Eux arrivent tout droit de Venise. C'est fantastique de voir la place où Van Gogh a été inspiré. Et on comprend mieux aussi les peintres français, c'est-à-dire les impressionnistes. C'est l'autre attraction du week-end à ne pas rater. Pas de visite d'Arles sans un petit tour de marché. L'un des plus grands de Provence. Il s'étire sur 2,5 km. Une star toujours très convoitée. Prenez-la dans la main comme ça. Ouais. Ici, il y a la couleur, il y a la lumière, il y a le violet, le rouge, le jaune, le bleu du ciel. Hein, il y a l'accent aussi. Et il y a l'accent qui chante avec les cigales. Il en a fait des kilomètres, ce petit chariot. 25 ans que Marie-Annick Poulain le balade dans les allées du marché. Et pas l'ombre d'un début de routine. Ça inspire là ce que vous voyez? Ah là, c'est le potager du printemps là. Vraiment, ça met en appétit, ça donne envie de faire plein de recettes. Au bord du Rhône, les gourmands sont déjà à table. Ce midi, déjeuner en terrasse. Nous habitons dans l'appartement qui est à côté, en face, ici, et nous utilisons les quais du Rhône comme une terrasse, alors qui n'est pas privée parce que tout le monde passe naturellement et c'est sympathique, ça permet de lier un peu connaissance et nous apprécions les gens qui passent, qui nous font des petits signes. Voilà, bonjour monsieur. Tout se passe bien, la vie s'écoule tranquillement au rythme du fleuve. Avant la sieste, dernier arrêt incontournable. Direction les arènes d'Arles, petit bijou de l'Antiquité. Édifiées par les Romains il y a plus de 2000 ans, elles font toujours autant d'effet. Bien qu'elle soit petite, eh bien, elle était vraiment à l'image de la capitale romaine, puisqu'ici on trouvait les mêmes monuments qu'à Rome, théâtre, amphithéâtre, cirque pour les courses de chars, les gens vivaient à la romaine, les citoyens avaient les mêmes droits que ceux de Rome. On se fait plaisir, on prend le soleil et puis on apprend beaucoup de choses. La culture n'a pas d'âge, donc ça nous permet d'apprendre et puis de revenir après, parce qu'on se rend compte qu'une journée ne suffit pas. Le temps s'écoule trop vite à Arles. Tous les amoureux de la ville se le disent avec un grand oui. Ils reviendront. Mais avant de se quitter, on ne résiste pas au plaisir de rester encore un peu en Camargue, avec une exposition photo. 40 clichés pour fêter 40 ans de préservation du bord de mer que l'on doit à un photographe et au Conservatoire du Littoral en Languedoc-Roussillon. Des images prises depuis un ULM. On a sillonné un petit peu toute la côte en fait, au-dessus des terrains du Conservatoire du Littoral, à des hauteurs de seulement 150 à 300 mètres, donc très très bas pour capter beaucoup de détails du littoral, des paysages souvent très très naturels, très sauvages. 12 600 hectares de littoral protégé, de l'Espiguette au Cap Béar. Je vous laisse les admirer. Au revoir, passez une très belle semaine.